Contribution de cet après-midi, qu'appelle-t-on ségrégation de la à la catégorie psychanalytique? Des trois notions que nous avons rassemblées pour construire le thème de notre séminaire, violence, ségrégation et inclusion, il y en a un qui se distingue et dont le statut me paraît, pour ainsi dire, particulier, c'est-à-dire spécifique. Comme vous le savez sans doute, il est courant d'introduire les exposés et les articles de psychanalyse sur la violence par l'indication qu'il ne s'agit pas d'une catégorie et encore moins d'un concept de la psychanalyse. Ce qui ne veut pas dire, tant s'en faut, que la violence n'intéresse pas la psychanalyse ou que cette dernière ne peut ni ne doit rien en dire. Pour ma part, je l'entends au sens où la violence est un phénomène social que certes la psychanalyse peut investir comme thème de recherche ou objet d'analyse, mais dont les déterminations ne relèvent pas, en tout cas directement, du champ freudien de l'inconscient en tant que tel. Il me semble que nous pourrons en dire autant de l'autre terme qui a été convoqué et qui a été inscrit dans le titre du séminaire, à savoir l'inclusion. Cette dernière, comme ce qu'on peut tenir pour son exact contraire, son exact antonyme, c'est-à-dire l'exclusion, n'appartient pas non plus au lexique et à la conceptualité de la psychanalyse. À l'inverse, il en est tout autrement lorsqu'il s'agit du terme de ségrégation. En effet, avec cette dernière, avec le terme de ségrégation donc, nous avons affaire, me semble-t-il, à un mouvement complexe qui va d'une réalité transhistorique et d'une signification triviale à une notion d'une valeur proprement psychanalytique. C'est à ce mouvement et aux enjeux de l'introduction de la notion de ségrégation dans le corpus psychanalytique que j'aimerais consacrer mon deuxième exposé de ce séminaire, après celui donc de ce matin. Alors, le plus simple en la matière, c'est quand même de partir de la langue et de ce qu'elle est susceptible de nous apprendre sur ce vocable de ségrégation. D'ailleurs, que le français et l'espagnol soient deux langues sœurs nous simplifiera un petit peu la tâche. En effet, c'est quasiment le même mot dans l'une et l'autre langue, ségrégation en français et ségrégation, excusez mon accent, comme en italien, segregazione, là où le portugais a préféré un autre terme qui, on le verra, renoue avec l'origine latine, separação. À se référer donc au meilleur dictionnaire, on retombe de manière immanquable, immanquablement, sur la même étymologie et quasiment sur la même définition. Pour l'étymologie, je retiendrai celle proposée par le Littré. Segregationem, de segregare, de segrex, séparer, de ce indiquant séparation, et grex, le troupeau, séparé du troupeau. Donc, grosso modo, séparé du troupeau, c'est ça la ségrégation. Pour la définition précise du terme, qui nous livre aussi sa signification conventionnelle, j'en ai conservé deux. Celle du dictionnaire Larousse, d'abord, qui définit la ségrégation en termes de processus. Je cite le dictionnaire Larousse, la ségrégation, donc, selon ce dictionnaire, ce serait le processus par lequel une distance sociale
est imposée à un groupe du fait de sa race, de son sexe, de sa position sociale ou de sa religion par rapport aux autres groupes d'une collectivité. La seconde définition, qui est en réalité une double définition, est celle du Centre national des ressources textuelles et lexicales et de l'Académie française. Cette fois, ce n'est plus en termes de processus, mais d'action que la ségrégation est envisagée. Et la définition qui est donnée est la suivante: la ségrégation serait l'action par laquelle on met quelqu'un ou quelque chose à part. On le sépare d'un tout, d'une masse. À quoi il est ajouté, donc deuxième définition, ou deuxième élément de la définition, donc, en termes de science, la ségrégation désignerait l'acte par lequel des êtres ou des objets, d'abord mêlés avec d'autres, s'en séparent ou en sont séparés pour être réunis en un groupe nouveau. Fin de citation. Après ce rapide détour par la langue, par l'étymologie, mais aussi par tout le savoir que la langue charrie, ce qui eût été bienvenu, c'est une histoire de la ségrégation, une histoire de ses formes, mais aussi une histoire de ses fonctions. Et comme on ne s'improvise pas historien, je ne peux que l'esquisser à grands traits, notamment à partir de ce que la psychanalyse nous apprend de l'histoire, c'est-à-dire en tant qu'elle est, l'histoire, non pas un regard et un discours sur le passé, mais un discours qui est reprise du passé dans le présent. Ce qui nous conduit donc à aborder la ségrégation, ce qui nous apparaît aussitôt, et à ainsi aborder la ségrégation, ce qui nous apparaît aussitôt au point qu'elle a momentanément éclipsé ou occulté toutes les autres formes de ségrégation, c'est la ségrégation dite raciale, notamment sous les figures terribles qu'elle a pu prendre aux États-Unis d'Amérique, aux USA, ou plus récemment encore, en Afrique du Sud, avec la politique dite de l'apartheid. En préparant ce séminaire, j'ai d'ailleurs découvert au passage quelque chose auquel mes oreilles auraient dû être sensibles, à savoir que le terme afrikaans d'apartheid est dérivé partiellement de l'expression française mise à part, mettre à part, ou mettre à part, au sens de séparer une partie du tout. Alors, posons donc la question. Que recouvre tout d'abord ce signifiant d'apartheid? On peut dire très simplement qu'il s'agit d'une politique, plus exactement d'une idéologie politique, et de sa mise en œuvre imposée par une minorité dominante qui promeut ce qu'ils ont appelé, je les cite, un développement séparé des races. Cette politique du développement séparé, qui a pu se présenter sous les oripeaux d'une idéologie du respect des différences, consiste en une affectation de population selon des critères raciaux ou ethniques dans des zones géographiques déterminées. Cette politique se voulait l'aboutissement institutionnel d'une politique et d'une pratique jusque-là empirique et spontanée de ségrégation raciale à l'œuvre depuis la fondation de l'État d'Afrique du Sud en 1652. Avec l'apartheid, le rattachement territorial, puis la nationalité et le statut social dépendaient de l'appartenance raciale de l'individu. Autrement dit, le concept d'apartheid s'articule autour d'une série de divisions, division politique, division économique, division sociale, division culturelle, division géographique, du territoire sud-africain et de sa population répartis en 4 groupes raciaux hiérarchiquement distincts. Il y avait les Blancs, appelés Afrikaners, de souche néerlandaise,
mais aussi parmi lesquels il y avait des Français, des Britanniques, des Scandinaves, des Juifs, etc. Puis il y avait les Indiens, pas ceux d'ici, hein, les Indiens d'Inde. Los indios, no los de aquí, pues indígenas de América, sino de India, en ese sentido. Donc les Indiens descendants des coulis de Madras et de Calcutta, venus travailler comme des ouvriers agricoles dans les plantations en Afrique du Sud. Puis il y avait les Coloruques ou métis issus de mélanges entre différentes populations avant l'institution de l'apartheid qui interdit les unions interraciales. Et enfin, il y avait les Noirs ou Bantous divisés en plusieurs ethnies. Alors, cette séparation et ce développement séparé se déclinaient en petit et en grand apartheid. Le petit apartheid consistait en la protection de l'intimité des Blancs dans leur vie quotidienne, notamment en limitant leurs relations avec les non-blancs, institution de la séparation dans les écoles, dans les loisirs, dans les transports, etc. Et il y avait le grand apartheid, quant à lui, qui concernait la division spatiale du pays, imposition des zones de résidence géographiquement et racialement déterminées. Alors, ce grand apartheid a été accompagné en particulier de mesures de déplacement et de regroupement contraint. Quelque chose que vous avez connu, je pense, en Colombie. On aura l'occasion peut-être d'y revenir dans la discussion. Algo que probablemente como colombianos conocemos y que él va a volver sobre esto más adelante. Donc, ce grand apartheid a été accompagné en particulier de mesures de déplacement et de regroupement contraint, donc de concentration de populations, des populations noires notamment, dans ce qu'on a appelé des foyers nationaux, appelés également des Bantoustans. Alors, il serait beaucoup trop long de s'appesantir sur tous les déterminants qui ont présidé à la conception et à la mise en œuvre de cette politique funeste. J'indiquerai juste, parce que nous aurons à y revenir, qu'au-delà des raisons liées à la colonisation, et donc à l'appropriation des terres et des minerais, il y avait à minima, premièrement, l'idéologie religieuse, et en particulier l'interprétation d'origine calviniste par les Afrikaners de leur peuple comme un peuple élu, et de l'Afrique du Sud comme une terre promise, donc à l'instar des Juifs de l'Ancien Testament. Puis il y avait le souci, voire l'obsession, de se maintenir comme un groupe ethnique pur, et la peur d'être englouti par la masse des peuples noirs qui étaient environnants. Et troisièmement, il y avait le rejet absolu de toute forme de mixité et a fortiori de métissage. Il s'agit d'assurer la séparation spatiale des corps sociaux pour prévenir et éviter donc la rencontre des corps sexuels. Au fond, il n'est point besoin d'aller chercher plus loin. Je dirais que par sa radicalité ou son caractère plus que caricatural, l'apartheid constitue, pour ainsi dire, le paradigme même de la ségrégation. Il condense en effet tous les traits des ségrégations que j'appellerais ici les ségrégations de domination, qui sont tout à la fois des ségrégations d'aliénation et de séparation, de rejet et de protection, des ségrégations verticales et horizontales, des ségrégations d'identité et de différenciation, etc., etc. De ce paradigme qui, à mes yeux, ne présente qu'un seul défaut sur le plan épistémique, celui de reconduire à la confusion conceptuelle entre ségrégation, exclusion et discrimination. Il me semble qu'on peut isoler et ordonner différentes formes ou figures de la ségrégation. C'est à ça que je vais m'attacher. Alors, pour faire court, j'en ai retenu 4. Ce qui, en plus d'être le chiffre de la structure, d'une certaine manière, 3 plus 1, me paraît
être largement suffisant pour le temps qui nous est imparti. La première articulation que je proposerai concerne le rapport de la ségrégation et de l'identité. En effet, ce qu'on appelle identité, qu'elle soit l'identité individuelle ou l'identité de collectivité, identité individuelle ou identité collective, donc l'identité requiert sans doute ce que Freud appelle l'identification, c'est-à-dire l'élection et la soumission à un signifiant maître, un S1, qui justement nous représente et nous identifie. Mais nous savons aussi que cette aliénation signifiante est insuffisante parce que pour obtenir une identité, il faut quelque chose qui, au-delà du signifiant, nous distingue des autres. Et cela passe souvent, pour ne pas dire toujours, par la séparation comme principe de différenciation. En la matière, l'exemple le plus éloquent est celui des Juifs sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Je citerai juste ici une notation d'un professeur qui s'appelle Thomas Romer, qui est le titulaire de la chaire Milieu biblique au Collège de France à Paris. Romer, dans un ouvrage qu'il a intitulé « La Bible, quelle histoire ?» écrit ceci, je le cite. « Le modèle identitaire des deutéronomistes est exodique. Le fils d'Israël est d'abord celui qui adhère à l'alliance de Yahvé. Ici, le facteur généalogique ne compte pas. Les deutéronomistes ne s'intéressent même pas aux antécédents de Moïse. Pour eux, Israël, c'est le peuple de l'alliance et celui qui la respecte, qui respecte l'alliance, en fait partie. Pourtant, poursuit-il, et c'est pour le moins paradoxal, le modèle identitaire du Deutéronome est loin d'être inclusif, comme celui de l'histoire sacerdotale. Au contraire, poursuit-il, le Deutéronome appelle à une ségrégation stricte avec les étrangers, interdisant les mariages mixtes et tout autre contact. Le ton est catégorique, presque martial. Ne vous mélangez pas avec les gens du pays, détruisez leurs stèles, ne vous mariez pas avec eux. Il faut noter que cet ordre fait écho à la politique sociale mise en œuvre en Judée au retour de l'exil par le gouverneur Néthémie et par le prêtre scribe Esdras. Les livres qui portent leur nom sont d'ailleurs issus des mêmes milieux laïques que l'histoire deutéronomiste. Et il conclut, il y a peut-être derrière cette interdiction des mariages mixtes le souci de protéger la pureté de la filiation, mais il y a certainement aussi la crainte que la mixité ne ramène au culte d'autres divinités, ce qui, dans la perspective deutéronomiste, met la nation en péril. Il n'y a donc pas à transiger. Fin de citation. D'ailleurs, Romer pose la question décisive et il répond jusqu'à en tirer des leçons pour notre présent. Je le cite de nouveau, excusez-moi de les citer longuement, mais c'est important pour notre propos. Discúlpeme por citar tanto a Romer, pero es necesario por lo que quiero presentarles. Donc, pourquoi, il pose la question, pourquoi les deutéronomistes ont-ils intégré cette tradition dans leur propre récit? À quoi il répond, il faut croire qu'elle était si ancrée dans la culture de leur époque qu'ils n'ont pu ni la modifier, ni la supprimer. Résultat, on trouve dans la construction du Pentateuque des discours ségrégationnistes côtoyant des traditions d'une très grande ouverture aux autres. C'est paradoxal, mais cela reflète aussi la difficulté de définir son identité quand on est étranger quelque part. On voit bien aujourd'hui les difficultés de l'immigration
C'est pour cela que je disais qu'il donne des réponses pour notre présent. Es justamente por esta cuestión de la inmigración que decía hace un momento que él aporta respuestas a las cuestiones, a las preguntas que nos estamos haciendo. Donc Robert poursuit, soit l'immigration est mise, soit elle est mise sur l'intégration totale, soit elle mise, pardon, c'est-à-dire soit elle parie sur l'intégration totale, comme aux États-Unis, et en 2 générations, les enfants ne connaissent ni la langue, ni les coutumes de leurs ancêtres, soit elle se joue sur le mode de la ségrégation et développe chez ses membres une propension à s'affirmer par opposition au modèle du pays d'accueil. Et il conclut, c'est tout le problème de l'immigration dans les banlieues en France et du choix des deutéronomistes. Le judaïsme a lui aussi toujours un peu navigué entre ces 2 extrêmes, la synthèse est délicate. Fin de citation. Mais il y a aussi toujours un rapport avec l'identité. La ségrégation qui, non pas la produit, cette identité, mais la ségrégation qui s'y enracine. Typiquement, c'est le cas de ce qu'on peut appeler la ségrégation sexuée, c'est-à-dire la séparation des sexes que je distinguerai ici, pour ma part, de la ou des ségrégations sexuelles, l'une ayant trait à la différence homme-femme et l'autre aux modalités de jouissance. La una tiene que ver con la diferencia hombre-mujer y la otra con los modos de goce. En effet, on peut décrire toute une série de ségrégations fondées sur la différence des sexes. Ségrégation scolaire, avec les écoles de jeunes filles et les écoles de garçons. Ségrégation dans les sports et les loisirs, avec les championnats différents, des épreuves différentes pour les uns et les autres. Ségrégation commerciale, magasins pour les dames et magasins pour les hommes, sans compter ce que Lacan appelait en 1957, dans son instance de la lettre depuis l'inconscient, la ségrégation urinaire. Appelons-les pour l'instant les ségrégations verticales, en ce qu'il s'agit de ségrégations qui ne comportent pas, au moins apparemment, aucun enjeu de pouvoir ou de domination. La deuxième articulation que je vous propose est relative justement à la ségrégation dans ses rapports à la domination, ce qui évoque la figure de Bourdieu qui a été évoquée ce matin dans les échanges. Lo que evoca la figura de dominación de Bourdieu que fue traída esta mañana a partir de la discusión que sostuvimos. Donc, ségrégation et domination. Alors, j'ai déjà parlé précédemment de l'apartheid en Afrique du Sud. Il est possible de faire un développement d'ampleur comparable sur ce que fut la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique, notamment dans ce qu'on appelle les États esclavagistes du Sud. Nul besoin sur ce point de convoquer James Baldwin, Ernest Gaines ou Toni Morrison, qui viennent de nous quitter. Un petit passage du livre de Simone de Beauvoir, L'Amérique au jour le jour, suffira ici. Donc je cite Madame Simone de Beauvoir. L'idée de ségrégation, telle qu'elle a été formulée en 1870 par la législation Jim Crow, n'est pas en flagrante contradiction avec le credo américain, écrit-elle. Elle s'appuie sur le slogan « égaux mais différents ». Et de Beauvoir de poursuivre, on sait que l'idée, c'est très important, on sait que l'idée d'égalité dans la différence, en fait, manifeste toujours un refus de l'égalité. La ségrégation, conclut-elle, a amené aussitôt la discrimination. La ségrégation a amené aussitôt la discrimination. Alors, on a tendance à l'oublier, mais il y eut une autre ségrégation aux confins du génocide, en tout cas culturel, c'est l'institution de réserve pour les Indiens d'Amérique du Nord.
Or, qui dit réserve dit espace réservé pour espèce à part, ou parc humain, pour ne pas dire zoo humain. On est ici au-delà du communautarisme constitutif des États-Unis d'Amérique, que ce soit le communautarisme ethnique, où on avait les Irlandais, les Italiens, les Latinos, les Chinois, les Noirs, etc., ou du communautarisme religieux avec les protestants, les catholiques, les juifs, les arméniens, etc., etc. Je dirais que cette forme de ségrégation vaut d'une certaine façon pour toutes les sociétés de classe, qu'elles soient féodales, qu'elles soient esclavagistes, qu'elles soient capitalistes ou qu'elles soient coloniales. C'est aussi le type de ségrégation en vigueur, dans les théocraties ou dans des pays structurés par une religion dominante et où existent des religions minoritaires. Ce fut le cas en Europe, ce fut le cas au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient, la ségrégation des Juifs en Espagne, en Italie ou au Portugal, avec rien moins que l'avènement de ce qu'on appelait les ghettos. Ce fut aussi la ségrégation des chrétiens et des juifs en Égypte ou en Iran, ou la ségrégation des musulmans en Inde ou en Chine. Vous voyez que tout le monde est concerné par la ségrégation. Podemos ver así que todo el mundo, la segregación concierne a todo el mundo. À chaque fois, la ségrégation n'est pas simplement la projection spatiale des différences, religieuses ou ethniques en l'occurrence. Elle est en vérité la matérialisation, la réalisation et l'actualisation de principes inégalitaires qui transforment les différences en hiérarchie et font de la ségrégation un instrument de pure et simple domination. C'est ce que je propose d'appeler la ségrégation verticale, par opposition à la ségrégation horizontale. La segregación vertical que se opondría a la segregación horizontal. Il y a aussi dans l'histoire des ségrégations celle qui articule la séparation au rejet et à l'exclusion. C'est un point qui me paraît d'autant plus important que, comme je l'ai indiqué, on a tendance à confondre la ségrégation et l'exclusion. Or, il s'agit en vérité de deux phénomènes fort différents, même si, à l'occasion, elles peuvent s'articuler et se nouer. C'est justement le cas dans ces formes de ségrégation subie, que sont les ségrégations qui visent à mettre à part, à isoler et à concentrer en des lieux imposés des malades, comme les lépreux, les pestiférés, voire les tuberculeux, des fous ou malades mentaux dans des institutions asilaires, ou enfin des criminels et des délinquants dans les prisons. Un lieu pour chacun ou chacune des figures de ce qu'on vise à exclure, qu'on veut mettre à part. Es decir, un lugar para cada uno de aquellos a los que se dirige la exclusión y que hacemos a un lado, los dejamos a un lado. Donc ces ségrégations sont ce que j'appellerais des séparations-exclusions, c'est-à-dire des séparations fondées sur l'exclusion ou le rejet du séparé, de ceux dont on se sépare. Ce qui n'est pas le cas de toutes les ségrégations. Songez par exemple à la ségrégation spatiale au sein des habitations, avec les chambres pour les parents, les chambres pour les enfants, voire des chambres pour les domestiques. Donc, si vous voulez, il faut faire attention à ce que recouvre ce terme de séparation, de ségrégation au sens de la séparation. Es decir, que hay que poner cuidado en ese término de segregación en lo que concierne a la separación. Alors, j'ajouterais que c'est la même logique et le même processus qui est à l'œuvre, semble-t-il, dans le traitement de la pauvreté, par exemple. À ceci près qu'au moins pour ce qui concerne les malades et les fous, entre guillemets, on peut dire qu'il s'agit de séparation de protection, voire de séparation de double protection.
protection des personnes saines, par exemple, dans les cas des épidémies, protection de malades quand l'isolement est la condition de leur traitement, protection du fou contre lui-même ou protection de son entourage, protection du criminel contre la vengeance et protection de ses éventuelles victimes, etc. etc. Enfin, il y a aussi, bien sûr, et je n'hésite pas à le dire, puisque nous savons tous que les concepts que nous manions, que nous utilisons dans ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, sont toujours des concepts normatifs, descriptifs normatifs, c'est-à-dire que ce sont des concepts qui sont porteurs de jugements de valeur, même à notre insu parfois. Donc, je dirais qu'il y a, bien sûr, donc, au sommet de l'horreur dans les ségrégations, ce que j'appellerais, et Marie-Jean Soré y a fait allusion tout à l'heure, la ségrégation-extermination. En effet, dans ce cas, il ne s'agit plus de ségréguer pour assujettir, pour dominer, pour exploiter économiquement ou sexuellement, ou pour empêcher de nuire. Il ne s'agit pas non plus de séparer pour permettre un autre développement, comme ça a été évoqué à propos de l'apartheid, un développement parallèle mettant en avant le semblant du respect des différences. Bref, il ne s'agit plus de camps de concentration, mais bien comme le nom qui leur a été attribué finalement l'indique, ce sont des camps d'extermination. L'affect qui accompagne cette forme de ségrégation n'est plus la peur de l'autre ou son mépris, le sentiment de supériorité à son endroit, mais bel et bien la haine, la volonté de le détruire, la volonté de destruction, d'annihilation. On sépare pour anéantir, pour faire disparaître, comme dans le nazisme hitlérien ou dans tous les génocides. Mon deuxième développement, maintenant, je vais le consacrer à la ségrégation pour, dans et à partir de la psychanalyse. Et je vais m'efforcer de traiter pour vous deux points principalement dans ce rapport de la psychanalyse à la ségrégation. Le premier, c'est comment la ségrégation a été introduite dans le champ de la psychanalyse, et le deuxième, la catégorie psychanalytique de ségrégation et ce qu'elle est susceptible d'éclairer du lien social contemporain notamment. Alors, mon deuxième développement, je vais le consacrer à la ségrégation et à la psychanalyse. Donc, je l'ai dit, ça a été repris. Là, il y a un problème dans la tentative de condenser. Alors, disons que c'est peu dire qu'en dehors de l'enseignement de Lacan, la notion de ségrégation est quasiment absente des textes et de la pensée psychanalytique. Donc je pousse un petit peu le bouchon quand je dis que c'est devenu une catégorie psychanalytique. Es decir, que él avanza un poco cuando dice que se trata de una categoría psicoanalítica. Je veux dire, c'est une catégorie que Lacan a élevée au rang, à la dignité d'une catégorie psychanalytique. Es decir, que es una categoría es una noción que Lacan eleva a la dimensión de una categoría psicoanalítica. Donc, s'attacher à l'introduction de cette catégorie dans le corpus psychanalytique, c'est essentiellement, sinon exclusivement, repérer les occurrences et les usages du terme de ségrégation dans l'enseignement de Lacan. C'est un travail auquel je m'étais livré jadis dans un article de 1998, je crois, qui s'intitulait « Aspect de la ségrégation », texte qui a été repris, me semble-t-il, dans le recueil de certains de mes travaux par ma collègue et amie Gloria Gomez, qui s'intitule « Clinique du sujet et du lien social », qui a été publié à Bogota. Alors, depuis la publication de cet article sur les aspects de la ségrégation, je dirais que la question de la ségrégation a été beaucoup investie dans le champ des études et des recherches lacaniennes, aussi bien dans les associations et écoles de psychanalyse
qu'à l'université. Je dois donc prendre appui sur des études postérieures pour étendre et pour enrichir mon propos. La première mention que l'on trouve du terme de ségrégation peut paraître secondaire, voire anecdotique. Qu'elle figure dans un texte aussi important de Lacan que l'instance de la lettre dans l'inconscient devrait pourtant nous faire dresser l'oreille. C'est en 1957, en effet, dans sa conférence à la Sorbonne, consacrée à la logique du signifiant, que Lacan fait référence, me semble-t-il pour la première fois, à cette forme de ségrégation particulière dans les sociétés occidentales qu'il appelle la ségrégation urinaire. Ce n'est ni en moraliste ni en sociologue que Lacan aborde cette ségrégation urinaire. S'il le fait, c'est pour mettre au jour ce que cette ségrégation urinaire, qui renvoie à l'existence dans les lieux publics de deux espaces réservés, les toilettes pour dames et les toilettes pour hommes, donc atteste, c'est-à-dire comment, ça atteste de comment le signifiant entre en fait dans le signifié. C'est pour cela qu'il le convoque dans l'instance de la lettre. À savoir, sous une forme qui, pour n'être pas immatérielle, pose la question de sa place dans la réalité. C'est une façon de dire, selon la belle formule de Colette Soler, que le langage n'a pas seulement des effets de sens qui fluent, mais des effets bien réels qu'il est en peine sur l'ordre social qui règle avec le consentement des sujets, la gestion des corps, spécifiquement ici des modalités de satisfaction de leurs besoins, car avec l'urinaire, il s'agit bien de l'impossible à éviter d'un besoin à satisfaire. Donc c'est dans l'intervention que Colette Soler a faite dans le cadre du séminaire du champ lacanien à Paris et qu'elle a intitulé « Comment Lacan parlait-il de la ségrégation ?» Es una cita que él trae de una intervención que hizo Colette Soler en el campo lacaniano en París y que pueden encontrar en esta, digamos, en esta referencia. Alors, bien évidemment, on peut gloser à l'infini sur cette ségrégation. Et d'abord en notant qu'elle concerne l'espace public, c'est-à-dire les établissements, les écoles, les gares, les hôpitaux. Je me suis aperçu qu'ici même, dans ce bâtiment, il y avait un côté homme et un côté femme, aux toilettes en bas. Incluso él se dio cuenta que aquí en este edificio podemos encontrar que se encuentran separados los baños de los hombres y los baños de las mujeres. Alors, si je dis ça, c'est qu'en général, dans les familles, ces lieux d'aisance, comme on dit, sont partagés. Qu'elle est davantage liée à l'écrit, à la lettre qu'au signifiant, que l'émergence et les revendications, par exemple, des trans, ce qu'on appelle aujourd'hui les trans, sont en passe de la rendre de plus en plus problématique. S'il y a un trans dans cette assemblée et qu'un besoin pressant le fait descendre ou la fait, on ne sait même plus comment le dire, descendre aux toilettes, le trans ou la trans en question se dirigera-t-elle côté homme ou côté femme? C'est une question que nous aurons à traiter bientôt. Si hubiese una persona trans en esta sala o en este lugar, habría un problema al dirigirse, digamos, si es un problema que él va a tratar de tratar, se dirige al lado hombre o al lado mujer. Il reste néanmoins à en rester à la thèse de Lacan, relative à l'incidence du signifiant dans le réel, que cela touche à un réel qui conduit d'ailleurs à une conclusion relative à l'irréductibilité de la ségrégation chez les parts-lettres. Si la ségrégation est solidaire de la structure de langage, donc je cite là aussi Colette Soler, si c'est le binarisme signifiant qui se répercute en espace ségrégué, il n'y a aucune chance jamais de pouvoir faire disparaître les processus de ségrégation chez ces animaux sujets au langage que nous sommes.
et il est certain qu'ils ont toujours existé, seules les formes changent en fonction de l'état des liens sociaux. J'ajoute, conclut Colette Solaire, que dans cette ségrégation urinaire qui résiste aux évolutions du temps, évidemment, ce qui s'indique en sourdine, c'est l'idée de Lacan selon laquelle la ségrégation des femmes est inévitable dès lors que par définition, tout discours constitué implique une exclusion de l'autre du sexe. Page 22. Alors, cette conclusion de Colette Solaire sur les discours constitués me permet de souligner que ce bien au-delà de la logique du signifiant et de l'instance de la lettre, soit avec la problématique des discours, et tout particulièrement avec l'avènement du discours analytique, que Lacan va réellement thématiser la ségrégation et lui donner un statut dans le savoir psychanalytique. Cette thématisation et cette élaboration, avec ses thèses, ses renversements et ses énigmes, se concentre en un temps qui est finalement très court dans l'enseignement de Lacan. En effet, toutes ces élaborations, tous ces éléments tiennent en quatre références dont des textes de circonstances. J'ai mis de côté la petite conférence sur la psychiatrie, le petit discours de Lacan sur les psychiatres. Hizo a un lado la conferencia a los psiquiatras de Lacan Centré sur les textes qui me semblent les plus importants. para concentrarse sobre los textos que le parecen los más importantes. J'ai retenu donc comme premier texte la proposition du 9 octobre sur le psychanalyse de l'école. En ces deux versions, celle que Lacan a lue devant les AE et les AME de l'école freudienne de Paris le 9 octobre 1969 et qui a été publiée en 1978 dans Analytica, en supplément du numéro 13 d'Ornicard, et celle remaniée qui paraîtra en 1968 dans le numéro 1 de Silicette. Le deuxième texte de Lacan que j'ai retenu, c'est l'allocution sur les psychoses de l'enfant, que Lacan a prononcé le 22 octobre 1967 en conclusion des journées organisées par Maud Manoury sur le thème des psychoses chez l'enfant. Enfin, le troisième texte de Lacan que j'ai retenu, c'est la préface à une thèse qu'il a rédigée en guise justement de préface à l'ouvrage tiré de la thèse de doctorat de Annika Riflet-Lemaire et intitulé Jacques Lacan, qui a été publié à Bruxelles. Enfin, donc j'en ai retenu 4, excusez-moi, le livre 17 du séminaire de Lacan, c'est-à-dire L'envers de psychanalyse. Alors, je dirais que de ces différentes occurrences, c'est sans doute celle de la proposition du 9 octobre 1967 qui est la plus connue et la plus exploitée. Et pour cause. C'est celle qui figure dans le texte à la fois théorique et politique le plus important parmi ceux que j'ai cités. Et si l'on veut apporter une touche de précision et de raffinement, on peut ajouter que c'est la seconde version de cette proposition du 9 octobre, tenue pour la version la plus écrite, parce que réécrite, qui est la plus sollicitée. Or, pour ce qui concerne cette thématisation de la ségrégation, j'ai tendance à penser que la première version de Lacan est beaucoup plus riche et beaucoup plus explicite sur la ségrégation. Commençons néanmoins par la seconde version. Tout le monde se souvient sans doute que Lacan conclut sa deuxième version de la proposition sur ce qu'il a appelé les 3 points de fuite perspectifs, qui cernent l'horizon de la psychanalyse en extension. Points qu'il registre du symbolique, de l'imaginaire et du réel, et qui appellent aussi des facticités. La première facticité dans le symbolique correspond au mythe oedipien,
La deuxième facticité de la fonction selon Lacan est d'empêcher toute mise en question de l'Oedipe et, dans l'imaginaire, la société de psychanalyse en tant que coiffée par un exécutif à l'échelle internationale, l'IPA, pour ne pas la nommer, l'IPA. Lacan termine par la troisième facticité qui, elle, se situe, selon lui, dans le réel. Et cette fois, je vais citer longuement Lacan parce que c'est au cœur, me semble-t-il, de la question qui nous occupe. Je le cite donc. La troisième facticité, réel, trop réel, assez réel pour que le réel soit bégueule à le promouvoir que la langue, c'est ce que rend parlable le terme du camp de concentration sur lequel il nous semble que nos penseurs, à vaguer de l'humanisme à la terreur, ne sont pas assez concentrés. Abrégeons à dire que ce que nous en avons vu émerger pour notre horreur représente la réaction de précurseurs par rapport à ce qui ira en se développant comme conséquence du remaniement des groupements sociaux par la science et nommément de l'universalisation qu'elle y introduit. Chacun des mots est extrêmement important. Tout est pesé. Cada una de las palabras es extremadamente importante. Donc Lacan poursuit, notre avenir de marché commun trouvera sa balance d'une extension de plus en plus dure des procès de ségrégation. Faut-il attribuer à Freud d'avoir voulu, vu son introduction de naissance au modèle séculaire de ce processus, assurer en son groupe le privilège de la flottabilité universelle dont bénéficient les deux institutions susnommées. Ce n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, ce recours ne rend pas plus aisé au désir du psychanalyste de se situer dans cette conjoncture. Rappelons que si l'IPA de la Mittel Europa a démontré sa préadaptation à cette épreuve, en ne perdant dans l'édit camp pas un seul de ses membres, elle a dû à ce tour de force de voir se produire après la guerre une ruée qui n'était pas sans avoir sa doublure de rabattage, sans psychanalyste médiocre, souvenons-nous, de candidats dans l'esprit desquels le motif de trouver abri contre la marée rouge, fantasme d'alors, n'était pas absent. Et Lacan conclut ce passage que la coexistence, entre guillemets, qui pourrait bien, elle aussi, s'éclairer d'un transfert, ne nous fasse pas oublier un phénomène qui est une de nos coordonnées géographiques, c'est le cas de le dire, et dont les bafouages sur le racisme masquent plutôt sa portée. Fin de citation. Disons qu'il y a là une thèse claire sur la ségrégation, sur l'extension de plus en plus dure des procès de ségrégation, le nazisme n'étant aux yeux de Lacan qu'un précurseur, mais aussi et surtout il y a l'idée selon laquelle cette extension de plus en plus dure des procédés de ségrégation serait la conséquence du remaniement des groupes sociaux par la science elle-même, et nommément de l'universalisation que la science introduit dans les groupes sociaux. Alors, c'est justement en cette thèse que gît tout le paradoxe de la question, puisqu'on s'intéresse au paradoxe dans le titre même de notre séminaire. Justamente porque el interés del seminario son las paradojas. Alors, la montée des procès de ségrégation est une conséquence de l'introduction de l'universalisation dans les groupements sociaux par le discours de la science. C'est pour le moins quelque chose qu'on peut caractériser, considérer comme contre-intuitif.
il faut bien le dire, puisqu'on a tendance à attendre de l'universel et de l'universalisation la réduction, voire l'effacement des différences. Or, Lacan nous dit que ça produit le contraire. Nous allons y revenir. Lacan dice que puede producir lo contrario. Vamos a volver sobre esto. Alors, je vous propose de reprendre à présent le passage et les termes dans lesquels Lacan énonce et déploie la même thèse dans la première version de sa proposition. Excusez-moi ici de devoir le citer un peu longuement, mais je crois qu'il vaut mieux en cette matière le citer que le paraphraser. Donc, je cite Lacan, la mise en marche de la dialectique oedipienne qui en résulte va toujours plus s'accentuant dans la théorie et dans la pratique. Or, cette exclusion a une coordonnée dans le réel, laissée dans une ombre profonde. C'est l'avènement corrélatif à l'universalisation du sujet procédant de la science, du phénomène fondamental dont le camp de concentration a montré l'éruption. Qui ne voit que le nazisme n'a eu ici que la valeur d'un réactif précurseur. La montée des mondes organisés sur toutes les formes de ségrégation, voilà à quoi la psychanalyse s'est montrée sensible encore en ne laissant pas un de ses membres reconnu au camp de concentration. Or, c'est là le ressort de la ségrégation particulière où elle se soutient elle-même en tant que l'IPA se présente dans cette extraterritorialité scientifique que nous avons accentuée et qui en fait bien autre chose que les associations analogues en titre d'autres professions. À proprement parler, une assurance prise de trouver un accueil, une solidarité contre la menace des camps s'étendant à l'un de ces secteurs. L'analyse se trouve ainsi protéger ses tenants d'une réduction des devoirs impliqués dans le désir de l'analyste. Nous tenons ici à marquer l'horizon complexe, au sens propre du terme, sans lequel on ne saurait faire la situation de la psychanalyse. Et Lacan de conclure, la solidarité des trois fonctions majeures que nous venons de tracer trouve son point de concours dans l'existence des Juifs, ce qui n'est pas pour étonner quand on sait l'importance de leur présence dans tout son mouvement. Il est impossible de s'acquitter de la ségrégation constitutive de cette ethnie avec les considérations de Marx, celles de Sartre encore moins. C'est pourquoi spécialement la religion des Juifs doit être mise en question en son sein. Je me tiendrai à ces indications. Vous trouverez ça dans les autres écrits. Alors, sur ce passage, on remarquera plusieurs choses. En tout cas, j'aimerais souligner un certain nombre de choses. J'aimerais souligner d'abord que la thèse fondamentale de Lacan sur la ou sur les ségrégations à venir, dès le départ, la même. Il y a la même thèse fondamentale. Il en situe le principe dans la science moderne et plus particulièrement dans le procès d'universalisation du sujet qui procède de cette science, soit ce qu'il appelle le sujet de la science, c'est-à-dire le sujet de la civilisation scientifique. C'est à ce fait qui est un fait historiquement déterminé, à l'opposé du transhistorique de l'incidence du signifiant dans le réel social, comme on l'a vu pour la ségrégation urinaire. Como lo vimos por la segregación urinaria. Donc que Lacan va référer la montée des processus de ségrégation dont le nazisme ne fut selon lui qu'un précurseur. Sur ces deux points tout à fait essentiels, la convergence de ces deux textes est totale. Et les variations ne tiennent pour ainsi dire que du passage d'un style oral, comme celui des séminaires, à un style écrit qui est beaucoup plus resserré. En revanche, dans cette première version,
l'accent est d'emblée mis sur la ségrégation dans et par la psychanalyse. Si elle est présente dans la seconde version, elle est ici beaucoup plus explicite et davantage développée. L'articulation est serrée et le propos, dirais-je, est disruptif, comme on dit aujourd'hui. Lacan, en effet, commence d'abord par souligner non seulement la sensibilité de la psychanalyse à la montée de ce monde organisé sur toutes les formes de ségrégation, mais au fond, sa participation à ce monde, la participation de la psychanalyse à ce monde. Deux faits sont par Lacan invoqués pour asseoir sa démonstration. La première, discutable, en tout cas exigeant des recherches pour être totalement prouvée, à savoir que la psychanalyse n'a pas laissé un de ses membres reconnus au camp d'extermination. Ça peut paraître quand même une accusation grave. Lo que podría parecer una acusación grave. Nous pourrons revenir dans la discussion sur ce point d'histoire et sur sa signification éventuelle. Toujours est-il que de ce fait ou de cette hypothèse, Lacan fait procéder la ségrégation particulière dont se soutient la psychanalyse elle-même. Ségrégation qui la distingue des associations analogues, en partie d'autres professions, et qui s'illustre par ce qu'il appelle l'extraterritorialité scientifique de l'IPA. Articule ici deux des critiques que Lacan formule à l'endroit de l'IPA. La première critique est relative à ce que cette dernière, l'IPA, fait du rapport de la psychanalyse à la science. Très précisément, aux yeux de Lacan, l'Association de psychanalyse internationale, l'IPA, soustrait la psychanalyse au champ scientifique. Il y a un long développement, on peut dire qu'une grande partie du séminaire 11 sur les concepts psychanalytiques, les concepts fondamentaux de la psychanalyse, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, est consacrée à cette question-là. Podríamos decir que hay una reflexión amplia y que el seminario 11 se ocupa de esto. Alors, donc, c'est cette séparation, d'ores et déjà, c'est cette séparation d'avec la science, cette constitution donc d'un espace réservé, cette ségrégation donc que Lacan sténographie de l'expression extraterritorialité scientifique. On remarquera qu'il s'agit d'une position qui est aux antipodes de celle que Lacan a initiée, quant à lui, en particulier dans le séminaire auquel je fais allusion tout à l'heure en 1964, les fondements de la psychanalyse ou les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. La seconde critique est plus surprenante. Il s'agit de la fonction, non pas d'asile, comme il le dira de son école, mais d'assurance de l'IPA pour ses membres. Il y a une différence entre asile et assurance. Habría una diferencia entre asilo y seguridad. Alors, assurance de quoi? Ou assurance contre quoi? Je cite Lacan, assurance prise de trouver un accueil, une solidarité contre la menace des camps s'étendant à l'un de ces secteurs. La conclusion est terrible puisqu'elle énonce que de ce fait, je cite Lacan de nouveau, l'analyse se trouve ainsi protégée, c'est tenant, d'une réaction des devoirs impliqués dans le désir de l'analyste. Mais si on veut aller au bout de l'élaboration de Lacan sur la ségrégation dans la psychanalyse, il convient de ne pas s'arrêter en si bon chemin et d'aller jusqu'à la chute, si je puis dire, de ce développement. Et quelle est-elle, cette chute? La voici. Je cite Lacan, la solidarité des 3 fonctions majeures que nous venons de tracer trouve son point de concours dans l'existence des Juifs, écrit-il, ce qui n'est pas pour nous étonner, pour étonner quand on sait l'importance de leur présence dans tout son mouvement. Il est impossible de s'acquitter de la ségrégation constitutive de cette ethnie avec les considérations de Marx, donc le livre de Marx, La question juive, et celle de Sartre encore moins, puisque et Sartre et Marx ont écrit sur la question juive,
Justamente porque Sartre y Marx escribieron sobre la cuestión de los judíos. Voilà, donc l'idée de Lacan, c'est qu'on ne peut pas rendre compte de la question des Juifs et de la ségrégation des Juifs avec les considérations historicistes, au fond, de Marx et de Sartre sur cette question. Es decir, que para Lacan no podemos dar cuenta de lo que está en juego en relación a los judíos con digamos, con las propuestas que hacen tanto Marx como Sartre. Et donc, je conclus avec la chute de Lacan, c'est pourquoi spécialement, écrit-il, la religion des Juifs doit être mise en question en son sein, donc au sein de la communauté psychanalytique. De la misma manera que al seno de la comunidad psicoanalítica. Alors, vous vous souvenez de ce à quoi ce développement est réduit dans la seconde version de la proposition. La citation est la suivante: faut-il attribuer à Freud d'avoir voulu, vu son introduction de naissance, c'est une référence aux origines juives de Freud, vu son introduction de naissance au modèle de ce processus de ségrégation, assurer en son groupe le privilège de la flottabilité universelle dont bénéficient les deux institutions susnommées. Ce n'est pas impensable. Alors, je vais conclure, moi, pour ouvrir la discussion. Vamos a concluir justamente para abrir la Je discusión. dirais qu'entre les deux versions de la proposition, il y a une réduction, un appauvrissement, voire une censure. Et pourtant, rien n'était énoncé là qui ne soit ajusté ou conforme à ce que Lacan affirmait précédemment dans son enseignement, et tout particulièrement dans son projet d'examiner ce qu'il a appelé les noms du Père à partir de l'Ancien Testament, mise en question de la religion des Juifs, mise en question n'étant pas mise en cause, hein, ce n'est pas du tout la même chose, mise en question de la religion des Juifs. Hago una precisión y es que en la traducción aparece NDP y es nombres del Padre, es a lo cual él está haciendo referencia. Donc, puisque vous savez que Lacan a voulu, pendant une année, consacrer son séminaire à l'examen des noms du Père, et que justement, c'est après, hein, on ne l'a pas laissé aller au-delà de la première leçon de ce séminaire, les noms du Père. Justamente porque Lacan dedica un año de su seminario para tratar de explicar esta cuestión de los nombres del Padre, pero no lo dejaron ir más allá en la primera sesión de la primera sesión. Voilà, et il considère que l'interruption de son séminaire par l'association psychanalytique Y él considera que la interrupción de su seminario por la asociación psicoanalítica n'était pas sans lien avec la question qu'il s'est proposé de traiter cette année. esa interrupción estaba ligada justamente al tema del cual él trataba en su seminario, que es la cuestión de los nombres del Padre. Donc je disais qu'il y a une réduction, un appauvrissement, voire une censure, et pourtant rien n'était énoncé là qui ne soit ajusté et conforme à ce que Lacan affirmait précédemment dans son enseignement, et tout particulièrement dans son projet d'examiner les noms du Père, pas le nom du Père, mais les noms du Père, et de faire à partir de l'Ancien Testament, donc de la Bible des Juifs, mise en question de la religion des Juifs, condition sine qua non pour lui, pour engager une réelle laïcisation de la psychanalyse. Alors, je conclurai en disant que le paradoxe, c'est que presque au même moment, dans l'article qui s'intitule « La science et la vérité », Lacan formait un projet quasiment inverse, celui de réintroduire le nom du Père dans la considération scientifique. Je vous renvoie aux écrits. Je vous engage à retenir ce qui me paraît ici la thèse fondamentale, à savoir l'existence d'une ségrégation dans et par la psychanalyse, et plus encore le lien qui est établi par Lacan entre cette ségrégation et la ségrégation constitutive des Juifs, de l'ethnie juive, écrit-il, et de celle-ci avec la religion juive. Nous y reviendrons dans ma dernière intervention demain, dans ce séminaire que j'ai annoncé sous le titre « Guise
de la ségrégation et racisme des discours. Je vous remercie de votre attention.